Du coup, on n'a pas d'écran, mais ça commence, c'est ça. Salut tout le monde. Salut. Hello. Merci d'être là pour le dernier Twitch avant la pause de Noël, puisqu'il y a une suspension à l'Assemblée, qui ne veut pas dire qu'on est complètement déconnecté. Alors aujourd'hui, on va vous laisser nous poser vos questions, sachant qu'on a reçu pas mal de questions à l'avance. Mais avant, on voulait vous parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, parce qu'il vient de se passer un truc super grave. C'est-à-dire que, alors qu'on a été élu, vous vous en souvenez, avec le NFP en 2024 pour la rupture avec le macronisme, et bien cet après-midi, en lecture définitive, donc la lecture finale sur la loi de la Sécu, le PS a voté pour le budget de Le Cornu de la Sécu, c'est-à-dire un budget où il y a 3,6 milliards d'économies sur la santé, où il y a plus de 300 millions d'économies sur les EHPAD, où il y a une nouvelle taxe sur les mutuelles, pour que 1 milliard d'euros rentrent dans les caisses de l'État, sauf que les mutuelles, elles sont pas là pour être gentilles, elles sont là pour faire du profit. Donc s'il y a une nouvelle taxe sur les mutuelles, elles vont augmenter leur prix. Donc certains assurés vont payer jusqu'à plus 30 ou 40 euros par an. On a une limitation de la durée des arrêts maladie, on a du déremboursement de soins pour les personnes qui sont diabétiques. Bref, c'est un musée des horreurs, et le PS a voté pour, au prétexte de grandes victoires qui n'en sont pas, parce qu'en fait c'est plutôt des non-reculs, c'est en gros, ils ont gagné un truc qui finalement ne va pas être appliqué l'année prochaine, donc c'est une victoire. Comme ils ont gagné, soi-disant, la suspension de la réforme des retraites, qui a un simple décalage, et qui en fait entérine la retraite à 64 ans, qui avait jamais été votée à l'Assemblée nationale, et donc ils ont voté pour, mais le pire, c'est qu'ils ont voté pour, mais qu'on aurait pu faire basculer le texte si les écologistes avaient voté contre, parce que c'est passé à 15 ou après, et les écologistes se sont abstenus au prétexte que il nous faut un budget, ce qui est totalement faux, parce que sans budget de la Sécu continue à fonctionner. Le budget de la Sécu, c'est que un plafond de dépenses qu'il faut pas dépasser, donc c'est pour ça que chaque année l'austérité est de plus en plus grande, et donc ils se sont abstenus. Donc vous pouvez dire merci aux LR, aux macronistes et au PS. Surtout que ce budget, il était vraiment fait pour couper des choses, donc en gros c'est comme si le gouvernement avait annoncé en début de budget, on va vous prendre 2 bras en fait. Donc là, il n'y a pas de majorité dans l'Assemblée en fait pour dire ok, on va prendre 2 bras à tous les Français. Et puis maintenant, finalement, ils ont, à force de négociations, ils ont dit ah non, mais est-ce que vous pourriez plutôt proposer un budget où on prendrait qu'un bras aux Français? Et du coup, le gouvernement propose ce budget où on prend qu'un bras, et ils votent pour en disant attendez, ils ont quand même proposé avant 2 bras. Sauf qu'en vrai, s'ils votaient pas, il n'y a pas le bras en moins. Enfin voilà, j'essaie de prendre. C'est-à-dire, ils font comme si en fait on n'avait pas le choix, mais on aurait eu tout à fait le choix. Surtout qu'il faut savoir que sur un budget de la sécurité sociale, ils auraient pas... en fait, s'ils imposaient par 49.3, par exemple, là, ils auraient pu aussi tomber sur ce budget de la sécurité sociale. Donc voilà, bon, c'est vraiment une sacrée arnaque. Alors, vas-y. Ouais, je voulais juste ajouter un petit debunk peut-être, parce que vous entendez peut-être que l'Ondam a augmenté, alors ça a l'air d'aller. Mais justement, t'inquiète pas, je vais revenir. Mais du coup, pour expliquer ce que ça veut dire, l'Ondam, donc justement, c'est en fait la prévision budgétaire, la prévision des dépenses de santé pour l'année à venir, d'accord? Donc en gros, le budget qu'on va mettre pour les dépenses de santé, ça concerne notamment beaucoup les budgets des hôpitaux, ok? Donc en fait, c'est la trajectoire, ce qu'on va dépenser dans l'année. Et ça, en fait, actuellement, si on prend ce qui était prévu pour l'année dernière, par exemple, en fait, on a besoin d'encore plus cette année. Pourquoi ? Parce que, notamment, la population vieillit, parce que la population est de plus en plus sujette à des maladies chroniques, les cancers, etc., qui se multiplient, par exemple. Donc, en fait, même pour avoir la même qualité de soins que ce qu'on avait l'an dernier, il faut mécaniquement plus cette année, simplement pour avoir exactement la même chose. Vous me suivez ? Bon, sauf qu'en réalité, là, on est en dessous. D'accord ? Donc en fait, là, ce qui a été avalisé, même si on vous dit l'Ondam a augmenté, il n'a pas augmenté assez. On avait calculé, je crois que c'est 4,1% de plus par rapport à l'an dernier qu'il aurait fallu pour pouvoir justement faire face à la hausse de la demande, si vous voulez, à la hausse de demande en soins, ou du besoin en soins. Sauf que là, on est à, au final, plus 3%, c'est ça ? Que je ne dise pas de bêtises. Donc vous voyez bien qu'on est largement en dessous. Et cette différence-là, on dirait c'est 1, quelques pourcents. Ça veut dire des milliards en moins pour l'hôpital public. Ok ? Et donc l'hôpital
l'hôpital public dans la situation rien que de l'année 2025, vous savez déjà dans quelle situation on est. Moi je vois à Toulouse actuellement les urgences ambulatoires sont fermées par exemple, la 3e ville de France quand même, Toulouse. On a vu plusieurs fois des gens qui sont morts aux urgences parce que pas pris en charge suffisamment tôt, etc., des gens qui attendent sur les brancards, des files qui s'allongent aux urgences. Enfin, vous connaissez cette situation-là. Et bien là, en fait, ce qui a été adopté, c'est une situation économique qui est en dessous de la situation précédente. Donc forcément, on va vers une aggravation de la situation dans les hôpitaux publics. Je voulais que ce soit bien clair, parce que je trouve que le message qui est donné, il essaie de faire penser l'inverse. On a augmenté les dépenses, enfin le budget pour les hôpitaux. Non, c'est l'inverse. Okay. Alors, moi, je voulais ajouter un point pour les parents et les familles, parce que j'ai quand même beaucoup de questions sur le sujet, évidemment, et notamment sur la question du congé de naissance, que j'ai pas mal suivi. Une des choses que je veux dire aussi qu'il y a dans le budget, en tout cas ils ont prévu de faire par décret et ils ont empêché qu'on fiche dans le budget, c'est la question des allocations familiales, où en fait ils vont faire que pour votre deuxième enfant, l'augmentation de l'allocation familiale qui était toujours aux 14 ans de l'enfant, soit maintenant aux 18 ans de l'enfant. Donc vous mesurez quand même ce que c'est comme perte pour plein de familles. Et ça, c'était pour justifier ça, pour financer leur congé de naissance, si vous vous souvenez de tout. Et il y avait 800 € perdus pour toutes les familles qui ont des enfants de plus de 14 ans. Ouais, non, c'est un truc énorme, perdu par an, et ils doivent attendre les 18 ans. Enfin bon, voilà, c'est vraiment... Et ils nous ont expliqué que c'était pas à 14 ans que les enfants coûtaient le plus cher. Enfin bon, vraiment de façon très honteuse, comme si c'était pas qu'ils prenaient, tout simplement, ils prennent dans les poches de certains parents pour les nouveaux parents, donc en mettant en concurrence les familles, etc. Et ça, en fait, ce qui s'était passé, c'est que moi, j'avais essayé, à l'Assemblée, ça n'avait pas été recevable, mais au Sénat, ils avaient réussi à rendre un amendement recevable pour bloquer à 14 ans dans le texte. Et donc, s'ils le mettaient dans le texte, le gouvernement ne pouvait plus y toucher. Finalement, le gouvernement s'est débrouillé à l'Assemblée pour le faire sauter. Et donc, ça veut bien dire qu'ils ont l'intention de passer un décret, là, au printemps, sur le sujet des allocations familiales. Maintenant, vous avez beaucoup de questions sur le congé de naissance et je sais qu'il y en a plein qui attendaient ce congé de naissance. Je rappelle que ce congé de naissance, il est annoncé depuis 2023 et il pouvait tout à fait passer dans n'importe quelle loi, budget rectificatif, sans aucun problème. Donc on aurait pu le valider de plein de façons et que c'était pas pour rien qu'ils l'ont mis dans le PLFSS, parce que c'était franchement, quand tu regardes le PLFSS, c'était à peu près, c'est le seul truc qui ouvre un nouveau droit à des gens, et encore avec des rémunérations très floues, on vous dit 70% pour le premier mois, 60% du salaire pour le deuxième mois, mais tout ça est renvoyé à un décret. Donc je vous ai déjà un peu expliqué les arnaques qu'il pouvait y avoir dedans. Mais en tout cas, il y avait au moins ce droit, et par contre c'était un droit qui devait être ouvert en juillet 2027, donc là c'était vraiment se foutre de la gueule du monde, et là je suis contente parce que pour le coup, au moins dans cette version, donc vous comprenez que je ne pouvais pas voter pour ce PLFSS, mais qu'au moins dans cette version, il y a les amendements que j'ai réussi à faire passer par 2 fois à l'Assemblée nationale pour que ce soit au 1er janvier 2026. Donc concrètement, vous avez un gouvernement là qui se félicite d'un texte qui a été adopté, dans lequel il y a plein d'horreurs, mais il y a le congé de naissance au 1er janvier 2026. Donc maintenant, il va falloir les mettre devant leurs responsabilités, parce que pour que tout ça soit appliqué, je vous ai expliqué, la rémunération, c'est par décret qu'elle est fixée. Donc en gros, là, c'est un droit qui pourrait être, sur le principe, ouvert aux gens, mais en fait, tout ce qui compte pour les parents que vous êtes peut-être, c'est que de pouvoir s'arrêter en ayant quand même une partie de son salaire, sinon ça ne sert à rien. Et donc là, il faut absolument que le gouvernement prenne les décrets, et je vous annonce tout de suite que c'est très clair. Moi, je vais essayer d'interpeller Aurore Berger demain, parce qu'elle est auditionnée dans le cadre d'une commission à l'Assemblée. Et c'est clair que le gouvernement va essayer de nous expliquer qu'ils ne sont pas prêts, que c'est irresponsable, que la sécurité sociale n'est pas prête et tout, alors que de toute façon c'est un droit qui est ouvert à partir du mois de janvier, mais il faut que les gens aient déjà pris leur congé maternité ou leur congé paternité pour le prendre. Donc c'est pas non plus, ils vont pas prendre le congé de naissance au 1er janvier, quoi. Et donc ils ont le temps de booster la sécu pour que ça se fasse, et ça fait depuis 2023 qu'ils en parlent. Donc pour les gens qui me demandent est-ce que c'est fait, c'est fait parce que c'est dans le budget. Mais maintenant, il va falloir se battre pour les décrets, et quand les gens me disent quand est-ce que les décrets passent à l'Assemblée, c'est ça l'arnaque, c'est que les décrets, ça passe pas à l'Assemblée, il n'y a pas d'examen. Là, le Parlement a fait tout ce qu'il pouvait faire, et maintenant c'est entre les mains du gouvernement, de l'exécutif de façon générale, donc vous pouvez interpeller les ministres du gouvernement, le Cornu et Macron, et je pense qu'on va rentrer dans cette phase-là pour ceux qui suivent la question du congé de naissance, pour que ce soit respecté. Voilà, j'ai fait cette petite parenthèse-là, je vous avais déjà expliqué plein de fois pourquoi je ne pouvais pas voter pour l'ensemble du PLFSS, par contre le congé de naissance, je me suis battue au moins pour que les gens ne se fassent pas complètement arnaquer, et il y a une possibilité, si on maintient la pression sur le gouvernement, que ce texte soit respecté pour cet aspect-là. Il y a des questions. Tiens, voilà, Nadège. Nadège. Salut, Nadège Mongolie, madame la vice-présidente. Ça va? T'étais où? T'étais où? J'avais une réunion juste à côté dans ma salle, la salle de réunion. Pas du tout, elle mangeait...
avec des collègues. C'est l'heure du repas. Ouais, oui. Qu'est-ce que vous avez comme question? Attends, moi j'ai vu une question juste sur le PLFSS. Il y a quelqu'un qui nous demandait si on pouvait encore faire quelque chose contre. Donc non, là il a été adopté. En revanche, nous, voilà, on saisit, on a annoncé qu'on le faisait. On va saisir le Conseil constitutionnel. Mais je suppose que c'est pas sur tous les articles. Non, c'est pas sur les articles. D'ailleurs, ce qui serait le plus tragique dans l'histoire, c'est qu'ils censurent le décalage de la réforme de retraite. Ouais, le prétexte que c'est un cavalier social, parce que c'était pas dans le texte initial. Bah, mais bon, c'est une voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur le côté PLFSS? Il y a des gens qui ont... Sur la sécu. Alors, attendez, je lis, je me mets au parfum. Plus jamais PS et ELV, ok. On est d'accord. Un bras aux Français, mais pas tous au final. Le budget. Ah oui. Voilà. C'est sûr que les plus riches sont épargnés dans le budget. Mais il y a peut-être un truc qu'on n'a pas dit, c'est que tout ça repose parce que dans ce même budget, il y a encore des exonérations de cotisations pour les entreprises de plus de 250 salariés. Vous avez en fait, ils ont augmenté certaines niches fiscales, c'est certains trucs qui permettent aux entreprises de creuser des trous dans la sécu. Donc il faut se dire qu'un budget, c'est toujours des dépenses et des recettes. Et dans ce budget-là, non seulement il y a une absence il y a des coupes dans les dépenses qui sont catastrophiques, mais en plus il y a des recettes qui sont catastrophiques parce qu'on donne encore la possibilité, je crois qu'il y a des exonérations fiscales sur les très hauts salaires, par exemple, des dirigeants d'entreprise. Enfin, c'est vraiment tout à fait ce dont on avait besoin. En tout cas, les très hauts salaires ne cotisent pas à la hauteur de ce qu'ils pourraient cotiser, les grandes entreprises pareil. Et c'est la même chose dans le budget général de l'État, qui n'est pas celui de la Sécu, où là, ils nous ont mis un vote le 23 décembre. Et donc, si on rejette le budget le 23 décembre, on devra revenir le 26 décembre pour une loi spéciale. Voilà. Oui, ça c'est la suite quand vous dites quelqu'un qui disait 23 vote du budget, 26 si le budget est rejeté, loi spéciale. Parce que là ils essayent 22-23 je crois. Ah, ils essayent 22-23, oui. On n'est pas encore... alors demain il y a une conférence des présidents c'est demain. En début d'après-midi à 14h45 pour fixer les échéances sur un autre texte sur les JO, mais je pense sans doute qu'on reparlera de ce sujet-là. Ah ben peut-être qu'on peut parler juste vite fait du texte sur les JO, parce que je pense que c'est un truc dont personne ne parle dans l'actualité. C'est un peu absorbé par... je sais pas si vous avez tous suivi, parce que c'est surtout regardé par les gens qui habitent en Savoie, en Isère, dans les Alpes, quoi. Mais la France est le seul pays assez bête pour avoir candidaté pour organiser les JO en 2030 dans les Alpes, dans des stations de ski à moins de 2000 mètres d'altitude, donc où il n'y aura pas de neige, clairement, sachant que la plupart des compétitions sportives de ski déjà en France qui avaient lieu en 2023 ont été annulées parce qu'il n'y avait pas de neige, et que vous vous souvenez des JO en Chine où il n'y avait que de la neige artificielle, pas un seul flocon naturel, pardon. Et donc les JO en 2030 seraient dans les Alpes, et personne n'a été consulté sur le sujet, c'est-à-dire normalement la Commission nationale du débat public doit être consultée, les habitants auraient pu être consultés, les collectivités, les maires, les départements concernés, etc. Personne n'a été consulté, ça a été imposé, et donc en 2030 la France va organiser ces JO qui vont coûter plus de 2 milliards d'euros après les JO de 2024 qui en ont coûté 6, soit 2 fois le budget qui avait été présenté initialement, bien sûr, comme toutes ces grandes compétitions. 6 milliards plus. 6 milliards rien que pour l'État, parce qu'ensuite il y a les financements tout ça. Et donc il y a les JO, mais c'est pas, là on discute pas d'un projet de loi qui concerne le sport pour faire en sorte que pendant les JO, par exemple, plus de Français de classe populaire aillent au ski. Le projet de loi en question, c'est la vidéosurveillance algorithmique, donc comme les JO de Paris, donc des caméras en gros de vidéosurveillance intelligente, des dérogations, le fait de détricoter le code de l'environnement pour construire plus vite des hôtels, des nouveaux téléphériques, plein de choses qui saccagent la montagne et qui saccagent l'environnement en général, qui vont artificialiser les sols dans la montagne pour des infrastructures qui ensuite ne serviront strictement à rien. Et dans ce projet, l'arsenal sécuritaire forcément. Ouais, voilà, il y a tout l'arsenal sécuritaire avec des agents de sécurité privés qui auront des compétences de la police, donc plein de dérogations. Donc en fait, c'est un projet de dérégulation de l'environnement, de l'urbanisme, de la sécurité, des droits fondamentaux, pour organiser ces JO 2030 qui vont être payés par le contribuable et qui ne servent strictement à rien. Tu sais, je peux faire une petite parenthèse écolo, parce que là actuellement on est en pause là, donc on est en ce moment en train de discuter l'article 3 justement de ce texte sur les JO, et c'est un article en fait qui donne des dérogations au code de l'environnement, parce qu'on adore ça dans cette assemblée, enfin pas nous, mais eux en face ils adorent faire des dérogations au droit de l'environnement qui vraiment les embêtent, alors que ça protège l'environnement normalement en pleine 6e extinction des espèces, et au moment où on nous dit qu'on n'atteindra plus l'objectif de plus 1,5
2,5 degrés max à l'échelle mondiale. Enfin bref, je passe. Donc, dérogation au code de l'environnement pour faire de la pub un peu partout, pour des grands panneaux de pub de tous les sponsors. Et c'est qui les sponsors des JO ? Coca. C'est Coca-Cola, le plus gros producteur de plastique, c'est LVMH, c'est la boîte de soutien du génocide aussi. LVMH, donc de ce cher Bernard Arnault, un des plus grands pollueurs au monde. J'en oublie, mais c'est toutes ces entreprises-là extrêmement polluantes qui vont se retrouver là sur des grands panneaux d'affichage partout. Donc à la fois on fait une dérogation au droit de l'environnement, mais en plus c'est pour mettre en lumière les acteurs qui à l'échelle mondiale détruisent le plus nos conditions de survie sur cette planète, juste après avoir complètement foiré la COP30. Pourquoi ? Parce qu'il y avait 1600 lobbyistes justement des énergies fossiles, 300 de l'agro-industrie, bref, voilà. Il n'y a rien qui va. Quant aux questions d'héritage aussi, on peut se poser la question, puisque en fait, il existe des structures déjà, il existe des structures pour la pratique du ski, il y a des stations, et en fait là, évidemment, ça va être pour faire autre chose. Et donc pour nourrir aussi, pour enrichir une industrie du tourisme, alors qu'il y a déjà de l'existant. Donc ça aussi, c'est une vraie difficulté. Ce pas pour les habitants comme toi en Seine-Saint-Denis, j'imagine. Écoutez, on a eu que tous les JO, ça n'a rien produit. On a eu les JO, on avait notamment la question de l'héritage. Et concernant l'héritage, ce qui était beaucoup plus attendu, c'était la question du logement. D'abord, il y a eu des logements aux abords de Saint-Denis et d'Île Saint-Denis qui sont extrêmement chers, qui n'ont pas tous été vendus parce qu'en fait, c'était de l'accession à la propriété. Et en plus de ça, au-delà de proposer des logements chers qui ne sont pas pour les populations déjà présentes, en plus, il y a évidemment en regard la question quel service public serait proposé au regard de ces logements finalement. Donc en fait, la question d'héritage, c'est toujours un petit peu une arnaque. Je vois qu'il y avait eu des questions sur le PLF, quand même, sur le budget. Là, on voit pas tous les... Mais j'avais vu... Il y a un truc, si tu peux... Désolé, il y a une barre sur le côté. Enlever la barre, voilà, super. En fait, sur le parce que donc il y a effectivement deux budgets. Quelqu'un a posé la question. Il y a le budget de la sécurité sociale et le budget de l'État. Le budget de la sécurité sociale, s'il n'y a pas de budget de la sécurité sociale, c'est juste qu'on n'a pas donné des trajectoires en disant voilà, on va dépenser tant. Mais contrairement à ce que Borne avait raconté, ça annule pas les cartes vitales s'il n'y a pas de budget de la sécurité. Pour le budget de l'État, par contre, il faut quand même un budget juste concrètement parce qu'en janvier, il faut pouvoir payer les fonctionnaires, etc. Et donc, du coup, là, ils sont vraiment dans la merde parce que ce budget-là, il ne sera pas adopté. Ils n'arriveront sans doute pas à mettre d'accord le Sénat. Il y a deux options. Soit déjà le Sénat et l'Assemblée ne se mettent pas d'accord en commission mixte paritaire, ce qui veut dire qu'il faudrait que ça repasse à l'Assemblée, puis au Sénat, puis à l'Assemblée. Et ils n'ont pas du tout le temps de faire ça avant le 1er janvier. Donc ça, c'est première option, ils vont dans le mur. Deuxième option, le Sénat et l'Assemblée se mettent d'accord dans la fameuse CMP. Il y a un texte qui arrive, mais le texte sera de toute façon rejeté par l'Assemblée nationale. Donc, il n'y aura pas de budget. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils craignent un rejet ? C'est activer le 49.3. Sauf que c'est aussi s'exposer à sauter, quoi. Une motion de censure. Parce que qui dit 49.3 dit motion de censure. Donc, c'est fort probable que ce qu'ils fassent, c'est de se dire « Oh, désolé, le Sénat et l'Assemblée n'ont pas pu se mettre d'accord, on est hors délai, on va faire ce qu'on appelle une loi spéciale, qui là sera votée à l'unanimité, parce que la loi spéciale, c'est juste de dire « On reconduit juste temporairement les budgets de l'année dernière, juste pour pouvoir payer les fonctionnaires, etc. » Qui sont pires. Et en fait, c'est reculer pour mieux sauter. Mais oui, en plus. Voilà. Et en fait, nous, la loi spéciale, on n'est pas du tout d'accord avec la loi spéciale sur le fond, parce que c'est le budget de l'année dernière qui n'est pas du tout à la hauteur des besoins, mais comme ce budget-là est pire et complètement un saccage total, même du point de vue de l'inflation, même en tenant compte de l'inflation, on préfère encore la loi spéciale de l'année dernière, enfin le budget de l'année dernière. Donc nous, on voterait cette loi spéciale, et après, c'est reculer pour mieux sauter, parce que le gouvernement, il se retrouve en janvier, avec un budget qui lui permet pas, de mettre les milliards dans la défense comme il avait prévu, et d'aller couper partout comme il avait prévu. Et donc du coup, ils vont être obligés de reproposer un budget. Et donc là, c'est reparti pour un tour. C'est ça. Ça, c'est vous qui allez vous amuser, parce que moi, je serai en congé maternité. La réalité, c'est qu'on proposera très certainement une motion de censure. En fait, alors c'est pas la motion de censure classique, mais en tout cas une motion pour défaire et destituer ce gouvernement. Et là, ça sera la vérité des prix. Tout à l'heure, moi, j'ai vu dans le chat que quelqu'un disait oui, mais alors les écolos ont dit qu'ils voteraient contre le PLF. Ouais. Ok. J'ajoute que tout à l'heure, en tribune, dans une intervention assez incompréhensible de Cyril Châtelain, la présidente du groupe écolo, elle a indiqué que la censure, oui. Donc elle a annoncé qu'elle voterait une censure. Mais tout ça est très incohérent, parce qu'en fait on perd du temps.
Voilà, on aurait pu très bien faire tomber ce gouvernement plus rapidement. Et on fait gagner le temps à Macron, parce que mais oui, Macron, il avait peur d'une censure dans les mois qui précédaient, s'il se retrouvait avec un nouveau gouvernement qui tombait. Là, en fait, il y avait quand même un peu cette question de la dissolution ou du départ de Macron, parce qu'à un moment, tu peux pas rester avec des gouvernements qui tombent tout le temps. Là, un gouvernement qui tombe, à partir de l'année prochaine, il y aura les municipales, on sera à 1 an de la présidentielle, donc de toute façon, à 1 an de la présidentielle, il ne se passe plus grand-chose. Et donc, du coup, voilà, il aura passé le plus dur, et il aura passé plus dur grâce à ce changement d'alliance des socialistes qui, clairement, ont sauvé, ont décidé de sauver. Et en fait, ça met de côté l'extrême droite, puisque toute cette séquence où le PS et de fait maintenant les écolos affaiblissent le pôle qu'on peut appeler à la base le pôle de gauche ou le pôle progressiste, quoi. Et bien, l'extrême droite, là, qui a voté contre le budget de la Sécu, ils passent pour des opposants, alors qu'en fait, s'ils ont voté contre, c'est parce que le budget de la Sécu n'est pas assez raciste pour eux. Oui. Ils ont voté contre parce qu'il n'y a pas la suppression de l'AME, il n'y a pas la préférence nationale pour les soins, il n'y a pas toutes les horreurs qu'ils ont proposées. Et eux proposent de démanteler d'autant plus l'hôpital parce que l'extrême droite est l'ennemi de la sécurité sociale. L'extrême droite, elle est contre le système de cotisation, etc. Et donc là, ça fait que les médias vont se concentrer sur Le Cornu qui a sauvé son budget, qui a réussi soi-disant compromis, alors qu'il n'y a aucun compromis dans l'histoire, c'est un budget de Macron, c'est juste les socialistes qui se sont fait rouler dessus. Et nous, évidemment, on met en avant, et on a raison, la trahison des socialistes et des écolos par rapport au programme sur lequel ils ont été élus. Et l'extrême droite, elle sort tout feu, tout flamme, comme s'ils étaient des opposants au système actuel, alors que ce budget, au fond, ils sont d'accord avec, c'est juste que c'est pas assez raciste. Mais ce qui est assez dangereux par rapport au Rassemblement National, c'est que en votant contre le budget, ils se situent dans l'opposition. Toutes les dimensions racistes du budget, enfin de leurs amendements en fait, en vérité passent sous le tapis. Oui. Et dans le même temps, on a une droite républicaine qui, elle, finalement, assume plus publiquement finalement toutes les idées racistes du Rassemblement National, parce que là, en fait, aujourd'hui, nous avons eu en conférence des présidents la liste des textes pour la journée réservée de la droite dite républicaine, donc en fait, ce qu'on appelle la niche parlementaire, le 22 janvier. Et ce sont que des textes vraiment dégueux sur retirer les allocations familiales, enfin vraiment des textes d'extrême droite. Ce sont des textes que même le Rassemblement National ne met pas dans ses propres niches parlementaires. Donc, au niveau du budget, le RN passe pour un opposant, sans vraiment faire d'efforts. Ce qui permet, en fait, dans la cacophonie, dans cette cacophonie politique mise en place par le PS et ELV, qui finalement est le gouvernement, finalement, je trouve que ça les aide à cacher tout leur positionnement raciste. Et dans le même temps, il y a la droite républicaine, dite républicaine, qui reprend ces idées nauséabondes dans ses niches. Donc en fait, aujourd'hui, tous ces gens, la droite, le PS et ELV, finalement, aident l'extrême droite à se cacher et à ne même pas avoir à en faire des caisses sur ces idées racistes. Donc c'est là, en fait, un grand danger. Et c'est aussi, moi, je pense, une trahison de l'esprit du NFP, parce que je rappelle qu'en 2024, nous étions contre le Rassemblement National, contre le macronisme, mais contre le Rassemblement National. Et c'est toutes les personnes qui, dans ce pays, sont menacées par l'extrême droite, qui ont sauvé la République. Et donc, moi, je trouve que le problème de la trahison sur le budget, c'est pas juste la trahison sur le programme, c'est aussi, je pense, un bras d'honneur à toutes celles et ceux qui ont fait en sorte que la République ne tombe pas aux mains des fascistes. Voilà. Et je trouve que là, je pense que cette dimension est vraiment fondamentale à... Et si je peux ajouter juste un petit truc, parce qu'on parle de changement d'alliance, je voudrais juste insister là-dessus, parce que c'est pas anodin du tout. Dans une démocratie, voter pour un budget, donc là le PS a voté pour le budget de la sécurité sociale, c'est ne pas être dans l'opposition. C'est traditionnellement le fonctionnement de la démocratie, en tout cas de la nôtre, c'est comme ça que ça se passe. Quand vous êtes dans l'opposition, vous êtes opposé au budget, parce que vous n'êtes pas d'accord avec les orientations politiques du budget. Ça paraît couler de source. Et bien là, justement, le fait qu'ils votent pour, qu'ils fassent mettre en place des compromis, là, ils ont rompu avec ça, et politiquement, c'est vraiment grave, avec toutes les conséquences que vient d'énoncer Nadège. Et d'ailleurs, je crois qu'on n'en a pas parlé la semaine dernière, mais il y a quand même eu un moment incroyable, c'était moins prégnant cette semaine, mais quand le premier vote sur le PLFSS, donc la semaine dernière, du coup, le moment de silence
Quand il y a eu le vote, vous vous souvenez, quand donc le budget est passé, il y a eu un espèce de silence dans les rangs. Je crois que c'est toi. Alors que d'habitude, quand on gagne un vote, il y a un moment d'applaudissement, tout ça. Et ben là, c'était juste une espèce de victoire honteuse. Enfin, c'était très particulier comme moment. Je me souviens que tu l'as repartagé sur tes réseaux. Alors, ce qui est hallucinant, c'est que en fait, j'ai mis sur mon compte Instagram une vidéo du moment où le résultat du scrutin est annoncé. Oui. Le décalage de la réforme des retraites, et moi je pensais pas que ça allait. En fait, cette vidéo a fait plus d'1 million de vues, et en fait j'explique dans le chapeau que le silence, c'est-à-dire que ils étaient honteux parce que finalement c'est passé avec les voix du Rassemblement National. C'est vrai. La Macronie s'est abstenue, et donc du coup eux ils se sont dit ah ouais d'accord, ils se sont retrouvés tout seuls, et même leur compromis avec les macronistes est pas très bien. Parce qu'en fait, c'était le vote, c'est effectivement sur le fameux le financement du fameux décalage de la retraite, là, la réforme de retraite. Du coup, c'est ce qui permettait de justifier leur victoire et de dire c'est OK pour voter ce PLF. Je crois que. Je veux pas je crois qu'il y a quelqu'un qui demande qu'à louper le truc sur le congé de naissance, je le dis vite. C'est dans le texte. Voilà, c'est dans le texte, donc c'est adopté. Le seul sujet, c'est adopté tel que c'était noté, donc avec le 1er janvier 2026, comme je l'avais fait adopter. C'est juste que maintenant, il faut attendre les décrets du gouvernement, et attention, parce qu'ils vont sans doute dire on n'est pas prêt, etc., donc il va falloir se battre pour les décrets. Mais au moins pour cette partie congé de naissance, que je vois qu'il y a des gens qui reposaient des questions. Après, on a reçu d'autres questions qui sont pas forcément liées complètement à l'Assemblée nationale. Il y a quelqu'un qui a demandé comment aider une personne qui n'arrive pas à renouveler son titre de séjour. Enfin, je trouve ça bien qu'on ait des questions aussi concrètes comme ça. Évidemment, vous, à votre niveau, vous pouvez vous rapprocher d'associations qui font le taf, notamment avec l'aide d'avocats, avec des aides juridiques pour que les gens déposent les dossiers, etc. Sauf que souvent, ce qu'on sait, nous, ce qui nous arrive très souvent, c'est que les gens, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Ils ont pris les rendez-vous à temps, ils ont les dossiers, ils ont les papiers, ils savent faire, ils se sont fait accompagner, etc. Et en fait, les préfectures donnent pas les rendez-vous à temps. Et en fait, c'est ce qu'on leur dit, vous fabriquez ce que vous appelez des clandestins. C'est-à-dire qu'à longueur de temps, des gens qui étaient tout à fait dans les règles, qui ont fait tout dans les règles, tout comme on leur a demandé, se retrouvent, faute de rendez-vous ou faute de réponse à temps de la préfecture, à tout d'un coup être dans des situations impossibles où du coup ils peuvent pas continuer à travailler, ils ont plus le bon visa, ils sont restés sur un visa étudiant alors qu'ils doivent travailler, ou leur titre de séjour s'est écoulé, etc. Donc nous, en tant que députés, on est souvent interpellés là-dessus. Oui, on est souvent rendez-vous là-dessus. On a beaucoup de rendez-vous là-dessus, et vraiment n'hésitez pas à dire aux gens qui peuvent interpeller les députés. Alors je vais vous dire, faites ça avec les députés insoumis, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas la chance d'avoir un député, c'est pas la peine d'aller dire leur galère à un député de droite qui va. Il y a beaucoup la CIMAT qui aide. Mais c'est vrai que les courriers qu'on fait, c'est quand même, c'est pas du tout systématique, hein. Mais moi, c'est vrai que c'est arrivé. Je pense que c'est arrivé à des moments où quand la préfecture regarde le truc et qu'elle se dit oh putain, on est vraiment complètement hors des clous, parce que là c'est quelqu'un, ça fait 8 mois qu'on n'a pas fait de réponse alors que c'était quelqu'un qui était dans les temps, et que maintenant qu'il se retrouve hors délai alors que c'était il y a 8 mois, etc. En fait on sent que du coup ils se disent la députée a repéré le truc. C'est ça, donc parfois on a quand même des bonnes nouvelles, et en tout cas il faut absolument utiliser tous les moyens de résistance face à ça. Et nous, je fais le lien avec l'hémicycle, une fois lors d'une niche, je sais plus quelle extrême droite c'était, si c'était les ciotistes ou le RN. Mais lors d'une niche, il y avait eu un truc sur les OQTF pour les empêcher de se marier, ou un truc comme ça. Il y a quelqu'un qui dit l'histoire du boulanger en CDI qui a reçu une OQTF. Oui. Voilà. Mais attendez, franchement, en termes d'OQTF, on reçoit des trucs de dingue. Ah oui, complètement. Des gens malades, on reçoit des gens qui sont en France depuis 40 ans et qui reçoivent des OQTF. Et même parfois, il y a même parfois des justifications baroques dans les OQTF. Vous n'avez pas suffisamment justifié de votre séjour en France. Des choses de dingue en fait. Vraiment. Et on les avait lus en hémicycle. Ça les avait rendus fous, parce qu'à un moment où ils voulaient justement empêcher les gens sous OQTF de se marier, ou les gens qui n'avaient pas de papier de se marier. Et nous, on avait lu concrètement et on avait fait de l'obstruction, mais en faisant ça, en relayant tous les témoignages qu'on avait de gens qui disaient je bosse, j'ai un contrat, je suis en train de perdre mon contrat, je suis en train de où je suis mariée, j'ai des enfants, etc. Et puis des situations hallucinantes. Et c'est ça aussi dont il faut se rappeler, c'est qu'à chaque fois qu'on vous parle d'OQTF, on vous le présente toujours comme des gens qui sont des menaces pour la sécurité, comme s'il y avait une décision de justice. C'est une décision administrative. C'est pas une décision de justice. Ça reflète une situation administrative. C'est ça. Et pas une sanction, quoi. Ouais, et donc c'est pas du tout des gens qui ont commis quoi que ce soit, ça c'est clair, mais c'est surtout que c'est des gens en plus qui se retrouvent dans cette situation,
qui leur a donné l'OQTF, pas du tout de leur fait, mais du fait qu'on a fait d'eux des clandestins en leur donnant pas les rendez-vous à temps. Il y a quelqu'un qui dit faut-il se rapprocher des délégués, des défenseurs des droits. Oui, mais alors le problème ils sont très chargés, quoi. Ils sont très chargés, ça prend beaucoup de temps. Il n'y a pas partout en vrai en plus, et ça change beaucoup. Mais en tout cas, n'hésitez pas, en tout cas si vous avez des situations autour de vous, à vous rapprocher des députés, des assos, nos équipes, elles font beaucoup ça aussi, mais franchement il y a des assos normalement, et puis aussi il y a pour les mairies qui en disposent des points d'accès au droit aussi. Il peut y avoir aussi des écrivains publics qui peuvent aider à alerter. Mais même les vos maires et tout, etc. Franchement, c'est le moment. C'est le moment. Il y a des assos de juristes et d'avocats aussi, souvent un peu militants sur la question du droit des étrangers qui peuvent être des bonnes ressources. Mais bon, là, ça dépend des endroits, faut rechercher un peu. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Est-ce qu'il y en a d'autres? Je regarde. Il y a quelqu'un qui te demande, Nadège, je crois que c'est pour toi, qui te demande qu'est-ce que ça fait d'être la députée la plus stylée de l'Assemblée nationale. En tout cas, je suis complètement d'accord avec cette question. Moi, je suis jalouse en permanence de cette tenue. On nous a dit, c'est toi qui l'as reçue sur tes réseaux et tout. En même temps, avec ceux de cette espèce de tailleur. C'est un pied de poule, c'est j'adore. Un petit peu à l'ancienne, mais un peu Chanel, un peu. À l'ancienne, mais bon, des fois, ils vont mettre des choses à l'ancienne pour. Il y a des choses un peu plus légères comme ça, mais alors il y a quelqu'un qui a évoqué l'histoire de Harry Habitant, donc et qui pose une question très intéressante de savoir qu'est-ce que la loi consentement aurait changé dans l'affaire Harry Habitant. Bah oui, il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Donc la première des choses qu'il faut savoir déjà sur cette affaire, c'est que en vrai, on enlève la loi consentement. Normalement, dans notre loi, on se dit qu'on devrait avoir au vu des éléments qui ont été apportés au dossier Harry Habitant, c'est quand même hyper surprenant. Malheureusement, c'est pas surprenant quand on sait les chiffres, mais là, vous avez un cas où finalement, vous avez une victime qui porte plainte dans la nuit, qui a des témoins qui l'ont vu pleurer, blessé, en souffrance, qui va porter plainte, qui va faire des examens médicaux légaux, et dans ces examens, il y a des lésions qui sont constatées, désolée pour les détails, mais c'est des lésions vaginales, des lésions anales, donc c'est pas des choses que l'on a n'importe comment, et avec donc une femme qui dit « je viens d'être violée », avec ces lésions-là, avec du coup des ITT, c'est-à-dire des interruptions de travail. C'est-à-dire en fait, on considère que là, elle a subi des blessures, donc vous avez une violence avec des blessures qui ont été subies sur des parties qui sont des parties sexuelles de son anatomie, et elle a des témoins qui disent qu'elle a été traumatisée, et la justice qui, même dans son avis de justice, dit on ne remet pas du tout en cause le fait qu'on a face à nous un stress post-traumatique, c'est-à-dire qu'on a vraiment quelqu'un qui subit des conséquences psychologiques qui sont les conséquences d'un trauma. Et vous avez tous ces éléments-là, et la justice rend une ordonnance de non-lieu. Donc c'est aussi pour ça qu'on rappelle, c'est important de rappeler que l'ordonnance de non-lieu, c'est pas on a bien étudié, et cet homme, on dit qu'il est innocent, on dit juste, là, on n'est pas en mesure de prouver, on n'a pas assez d'éléments pour prouver une culpabilité, donc évidemment, il est présumé innocent, comme tout un chacun est présumé innocent jusqu'au jour où il est jugé coupable. Donc il est présumé innocent, mais c'est une ordonnance de non-lieu, c'est pas la justice qui lui redonne, qui lui lave, etc. Et ça, c'est vrai que pour le plainte féministe, c'est un peu la goutte d'eau aussi, parce qu'on voit plein d'affaires de plaintes pour viol qui sont classées parce qu'on va nous dire vous n'avez pas d'éléments matériels. Malheureusement, madame, vous n'avez pas eu d'ITT, il n'y a pas eu de violence physique. Et souvent, on disait le viol, ça doit aller avec une violence physique, avec des marques qui montrent. Donc, en fait, finalement, vous n'avez pas les marques corporelles qui montrent que vous avez subi une violence. Alors qu'on sait qu'il y a des phénomènes de sidération, on sait qu'il peut y avoir la soumission chimique, etc. Si vous n'avez pas les preuves, voilà. Donc souvent, c'est faute de preuves. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il leur faut ? Parce qu'il y avait vraiment énormément de choses dans ce dossier, et y compris une reconnaissance par l'auteur lui-même des actes. Parce que parfois, l'auteur peut dire, il n'y a pas eu de rapport sexuel. Bon, donc là, il y a un effet parole contre parole. Il reconnaît des rapports sexuels, il reconnaît un rapport anal, et en fait, il y a des choses qui sont décrites, et à un moment, tout ça ne correspond pas à un viol. Donc effectivement, on peut se poser la question, est-ce que, vu qu'on a dans la loi déjà violence, contrainte, menace, surprise, et que ça ne suffit pas, est-ce que ça changerait vraiment quelque chose maintenant qu'on a le consentement dans la loi ? Ce qu'on peut se dire, c'est qu'en tout cas, le fait d'avoir mis le consentement dans la loi, c'était une indication pour qu'aussi la justice, elle change de logiciel. Mais ça doit aller de pair avec des formations, avec aussi des circulaires qui précisent les choses, mais pour que la justice, elle dise toujours à la personne mise en cause, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait pour vous assurer du consentement ? Et là, c'est vrai que moi, ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce qu'il aurait répondu à cette question-là.
au vu des témoignages et au vu du récit qui est fait de cette scène. Je vais pas vous rentrer dans les détails parce que c'est vraiment sorti. Oui, parce que lui, à chaque fois, il dit que c'était consenti. Et il dit qu'il pouvait pas savoir... Enfin, oui, mais sauf qu'il ne peut pas dire qu'il serait assuré du consentement parce que clairement, c'est au milieu d'un acte sexuel, quelque chose qui se produit. Et voilà, et donc du coup... évidemment, nous on a toujours dit que la loi sur le consentement elle aurait pas d'effet baguette magique, surtout si vous n'avez pas derrière les moyens de formation des magistrats, si vous n'avez pas les circulaires qui vont avec, et si vous n'avez pas un changement de mentalité qui va avec, mais n'empêche que ça aurait peut-être pu ouvrir un peu sur les différents critères, violence, contrainte, menace, surprise, ça aurait pu peut-être permettre de davantage interroger qu'est-ce qui dans cette circonstance lui a laissé penser que cet acte-là était désiré, consenti par la personne avec qui il était en relation sexuelle. Ça aide pour l'interrogatoire, en fait. Pour l'interrogatoire. C'est une piste, c'est quelque chose qui incite en fait à cet interrogatoire. Après, clairement, franchement, il y a de quoi être désespéré. Et du coup, aussi au-delà, peut-être c'est l'occasion de dire qu'on est solidaire de toutes ces salconnes et qu'on en fait partie. Ouais, exactement. Qui ont eu raison. Et moi, je trouve que ça pose des questions hyper intéressantes aussi, qui sont les questions de la culture. C'est-à-dire que l'endroit qui a produit Harry Habitant et où il y a eu cette mobilisation féministe, c'est les Folies Bergères. 2 jours avant, ils accueillaient la Nuit du Bien Commun, qui est un truc financé par Sterrin, initié par le milliardaire Sterrin, et qui sert à financer des assauts réac, des trucs anti-IVG, homophobes, etc. quoi. Donc, et ça appartient à qui déjà, les Folies Bergères ? Et ça appartient à Bolloré, notamment. Voilà. Mais ça reçoit aussi quelques petites subventions de la ville de Paris quand ils ont besoin. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est aussi une façon de réaffirmer que oui, on a tout à fait le droit de dire que l'art et la culture, c'est politique. Et on a le droit de dire, en fait... des gestes de programmation sont des symboles politiques, ça se voit bien parce que d'ailleurs notre chère Brigitte Macron est allée là-bas pour soutenir politiquement le gars, donc ça a bien un sens politique, de la même façon qu'on peut se mobiliser quand le Zénith accueille un gars qui est connu pour signer des obus pour Gaza, etc. En plus, il se trouve que franchement... la défense de Brigitte Macron, en fait, les pseudo-excuses sont catastrophiques. D'abord, elle ne s'excuse pas. Non. Elle parle des personnes qu'elle a éventuellement choquées, en fait. Voilà, genre, il y aurait des gens qui n'auraient pas été choqués. Voilà. Tout le monde. Ensuite, elle dit, oui, en plus, j'étais filmée. Ah, parce qu'en fait, comme si c'était une circonstance atteignante. Et puis, en plus, franchement, bon, le panel des gens qui étaient là... La photo des gens qui étaient là. Ah ouais, c'est vraiment Manuel Valls, c'est ça. Je sais plus trop qui. Enfin bon, voilà, pas dingue. Et moi, ce qui m'écoeure quand elle dit c'est salconne et féministe, en fait, c'est salconne. Ce sont les femmes qui ont soutenu Brigitte Macron lorsqu'elle était victime de campagnes transphobes. Ouais. Donc en fait, la sororité à unilatérale, ça n'existe pas en fait. Donc moi, c'est là où je suis quand même très amère. C'est qu'elle a bénéficié du soutien de plein de femmes par rapport à cette campagne qui dit qu'elle est un homme. Bon, d'ailleurs, c'était une personne trans, ça ne nous dérangerait pas, hein, donc déjà, disons-le clairement. Mais en fait, elle a bénéficié du soutien de plein de femmes qui parlaient également. Voilà. Et donc là, pour le coup, voilà, on est assez amer. Et surtout, rappelons que la lutte contre les violences faites aux femmes était, soi-disant, une grande cause du quinquennat. Et donc, surtout, cessons de l'appeler première dame. C'est pareil, ça devient insupportable. C'est la première dame de personne, en fait. Et d'ailleurs, en fait, on voit dans la vidéo que ce qui la saoule, c'est surtout d'avoir été filmée. Oui. Parce qu'elle dit j'ai dit ça, c'était privé. Sous-entendu, j'aurais aimé que je maintiens ce que j'ai dit, mais j'aurais aimé que ça sorte jamais en vidéo. Non, mais c'est catastrophique. Donc là, visiblement, elle faisait ensuite des pressions pour. Et en fait, ce qui est dingue, c'est quand même de se dire qu'elle a des gens autour d'elle payés pour assurer sa communication, et que même en ayant des conseillers, ils sont aussi nuls à faire ce genre de service après-vente. D'ailleurs Aurore Berger, elle a rien dit. Quand elle dit Aurore Berger, non mais je crois qu'elle a dit oui, bon, c'est un truc du genre c'est bon de penser sa pensée, mais disons qu'Aurore Berger était soi-disant porteuse de la loi. Et Harry Habitant, en plus, on a revu ces images où en 2014, il embrassait de force une Miss France à la télé, et où tout le monde riait. Et ça, normalement, je l'ai vu, j'ai cru que c'était un fake, tellement c'était violent et grossier. Et elle aussi est sortie du silence en disant qu'à l'époque, elle avait été traumatisée par cet épisode et qu'il avait vraiment embrassé de force, donc, ce qui est une agression dans le code pénal. Il y a la vidéo. Et en fait, ce qui est choquant, c'est que parallèlement, cette année, pour les violences faites aux femmes, c'est désastreux, parce que là, on a atteint 158 féminicides. C'est déjà 17 de plus par rapport à l'année dernière.
Donc les féminicides augmentent, et ils vont augmenter pendant les vacances de Noël, parce qu'en vacances de Noël, statistiquement, les gens sont dans la même maison, avec de l'alcool, etc. Donc les féminicides augmentent. Et Brigitte, et ce matin déjà, ma commission d'enquête sur les féminicides a été rejetée, parce qu'en fait on voulait inscrire à l'ordre du jour une commission d'enquête sur les féminicides pour analyser clairement les défaillances de l'État, parce que vous savez, la moitié des femmes avaient porté plainte, elles avaient demandé un téléphone grave danger, etc. Et ensuite elles se retrouvent mortes. Donc on voulait une commission d'enquête, on était plus de 100 députés assignés de 8 groupes différents, donc il y avait même quelques macronistes, et ça a été rejeté. Donc les seules personnes qui ont voté pour la commission d'enquête, c'est évidemment notre groupe, les écolos et les communistes. Les socialistes et le RN se sont abstenus pour favoriser leur propre texte, voilà, mais toujours est-il que des socialistes, alors même qu'il y avait des socialistes co-signataires de mon texte, se sont abstenus et ont voté contre. Renaissance, le Modem, bon, c'est Bayrou, Horizon, donc Édouard Philippe, la droite dite républicaine, et l'UDR, c'est Ciotti en gros. Et donc ils ont voté contre cette commission d'enquête, alors que toutes les associations les plus en pointe sur le sujet, Nous Toutes, les CIDFF, le planning, etc., soutenaient le texte. Et en fait, ça a été rejeté ce matin, quoi. Et il faut rappeler quand même qu'en plus sur la question des féminicides, et moi ça ne m'étonne pas tellement qu'ils aient voté contre, parce que eux, ils ont tout un discours, notamment à droite, tout un discours politique qui essaie de faire croire que bien souvent ceux qui ont tué seraient des étrangers, blablabla, dans une rue sombre, etc. Alors qu'en réalité, pardon ? Oui, ça les arrange pas. Mais ça les arrange pas du tout qu'on factualise les choses, parce qu'en réalité, quand on regarde, c'est quoi la proportion à chaque fois la femme, je crois que c'est 90% connaît son agresseur. Généralement, c'est un proche, c'est un ancien compagnon, c'est le mari compagnon. Et même sur les féminicides, ils disent regardez les féminicides, c'est plutôt des hommes d'autres cultures qui ont. Mais tout le temps. Mais oui, c'est en fait, les violences, elles sont les violences conjugales. Des gens Pascal. Bien sûr. En fait, c'est juste que le patriarcat, il est répandu partout. Donc nous, on fait pas le tri. Donc effectivement, on va aussi combattre le patriarcat dans toutes les cultures ou les pays où il peut se trouver. Mais en tout cas, on peut pas utiliser les mêmes qui utilisent ces arguments-là et qui en réalité font rien. Alors il y a quelqu'un qui pose des questions assez techniques. Je pense qu'en plus j'avais déjà eu les interrogations sur Twitter sur les questions de GPA et de droit des pères. Et effectivement, alors je n'ai pas repéré exactement ce qui s'était passé depuis 2024 pour la circulaire de la CNAM. Je me pencherai sur le sujet, promis. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, nous, on a toujours défendu le fait que un principe d'égalité des droits pour les enfants. Et donc, moi, je considère que les congés parentaux sont pas tant des droits pour les parents. D'ailleurs, c'est pas des congés. Quiconque a pris un congé maternité, c'est que c'est pas un congé. Donc, c'est un droit pour les enfants. Donc, de la même façon, par exemple, pour les familles monoparentales, je me battais pour que, en fait, le congé paternité dont elles ne disposent pas, que ce soit une maman solo par choix ou pas, peu importe, mais si elle se retrouve seule à la naissance, ce congé paternité, c'est pas normal qu'il soit perdu. Moi, j'étais pour qu'elle puisse soit le cumuler, soit le donner à une personne de son choix. Et je sais que pour les cas de familles de parents qui sont pas reconnus comme tels, où en fait c'est un couple homoparental, mais où vous allez avoir un père qui est reconnu et l'autre père qui n'est pas reconnu parce qu'il y a une GPA à l'étranger, etc., ça pose aussi ce sujet-là pour l'enfant, d'autant que là, dans ces cas-là, il n'y a même pas le congé mat, en fait, et donc vous vous retrouvez avec un enfant, concrètement, avec un enfant qui a un droit à être avec un de ses parents, un mois. Bon. Donc c'est effectivement, donc je sais qu'il y a à la fois la question des délais d'adoption qui font que les délais d'adoption sont tellement longs qu'après vous n'avez pas forcément accès au congé. Normalement le congé de naissance il est quand même ouvert pour les gens qui ont eu un congé mat ou un congé adoption. Donc sachez que si c'est dans le cas chanceux, vous avez pu adopter votre enfant, normalement vous avez droit au congé de naissance après. Après, je sais que sur cette reconnaissance, il y a des batailles. Je sais que nous, on s'est toujours positionné à la France Insoumise. On a toujours dit qu'on n'était pas pour qu'il y ait l'ouverture du droit à la PMA en France parce que ça soulève plein de questions. GPA, pardon. Excusez-moi, j'ai dit PMA tout à l'heure. Non, GPA. GPA en France parce que ça soulève plein de questions du droit des femmes à disposer de leur corps, contrairement à la PMA, justement, où c'est forcément un autre logiciel. Mais par contre, effectivement, sur la question de reconnaître les droits, déjà les droits des personnes qui sont amoureuses et qui ont un projet parental ensemble, c'est important, et surtout les droits des enfants, et éviter qu'un enfant se retrouve avec pas les mêmes droits que le voisin, parce que là, du fait de la façon dont il est né, quoi. Voilà, en fait, là, je vois que dans le chat, il y a un micro-débat qui se lance sur la GPA, en fait, donc Sarah a rappelé notre position. En fait, nous sommes opposés à la GPA, mais la question qui est posée là, c'est la question des enfants nés de GPA à l'étranger, et il nous semble, et en fait on est ferme là-dessus, qu'en fait les enfants ils ont des droits et donc ils n'ont pas à pâtir des choix qui ont été faits et même des choix qui ont présidé à leur naissance. Et par ailleurs, je rappelle les combats je crois que c'est un combat qu'a mené notre camarade de Paris,
avocate. J'ai un truc. Caroline Mécari. Qui a gagné le fait que et là, ce qui décrit, c'est avoir des droits. C'est que là, tu vois, pour un bébé, il a 28 jours, il y a un congé patte. Dans ces cas-là, il y a 28 jours. Et donc, en fait, les crèches, et Dieu merci, les crèches, déjà, elles prennent les enfants qu'à partir de 2 mois et demi, ce qui est déjà un sujet. Mais du coup, il n'y a pas de mode de... c'est vraiment... il n'y a pas de solution pour que l'enfant soit gardé après 28 jours. Alors qu'après 28 jours, de toute façon, on souhaite plutôt qu'un enfant reste encore avec ses parents à un moment. Donc voilà, excusez-moi pour le lapsus avec la PMA, je voulais vraiment dire GPA parce que c'est pas du tout le même sujet. Et d'ailleurs, petite anecdote, il y a une mission d'info en ce moment sur la natalité à l'Assemblée nationale, dans laquelle il se passe un peu tout et n'importe quoi. C'est qui gère cette mission d'info ? Jérémy Patrié-Létus. Voilà, et Constance de Pellichy. Et donc, alors, Jérémy Patrié-Létus a compris qu'il devait à chaque fois rappeler le fait que le but ici n'était pas d'obliger les femmes qui ne voulaient pas avoir d'enfants. C'est un député Horizon, mais qui est bien tradit. Voilà. Et lui, ce qu'il a fait, c'est que ce matin, il a décidé qu'il fallait qu'il auditionne Ludovine de la Rochère. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Non. Donc, c'est rien d'autre que la Manif pour tous. Et en fait, maintenant, ça s'appelle le syndicat de la famille. Et donc, il la présente comme ça en disant... voilà. Et puis lui-même, il l'a introduit en disant « Je suis vraiment très heureux que vous soyez venus parce qu'il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux contre votre venue. Et nous, on considère que tous les syndicats de la famille sont les bienvenus. » Sauf que c'est pas un syndicat qui représente la famille. C'est des gens dont c'est un groupe d'intérêt pour empêcher à certaines familles le droit d'être nommées des familles. Et en plus, donc elle a sorti plein de trucs sur la natalité. Elle a sorti plein de trucs sur... sa conception des mères, etc., en niant complètement les choses qui sont exprimées aussi par les femmes dans le pays, parce qu'il y a plein de femmes qui expriment le fait qu'elles veulent pouvoir rester plus longtemps auprès de leurs enfants, mais il y a plein de femmes qui disent qu'un des freins à avoir plus d'enfants, c'est la question de l'égalité, c'est la question des modes d'accueil, c'est tout ça. Elle a osé dire, ça va te plaire, Anne, elle a dit qu'il y avait un problème de politique du logement en France. Alors moi je dis en fait elle dit toujours des trucs où t'es d'accord au départ, après elle fait oui c'est la loi climat là, c'est la loi, donc en gros c'était à cause de la rénovation thermique que les gens pouvaient plus se loger en France. Par contre elle a jamais rien dit sur le fait qu'il cassait le logement social, on met pas le logement social. Et donc voilà, et donc un des trucs, c'est que ce matin, elle a refusé de répondre. Je lui ai dit, mais vous parlez d'objectifs natalistes, mais vous commencez par exclure des familles et par dire que certaines familles n'en sont pas, et donc en fait, est-ce que ça réduit pas justement l'idée que toutes les personnes qui désirent avoir des enfants puissent en avoir, et comme elle ne voulait pas, et qu'elle s'était donné une bonne figure, elle voulait surtout pas commencer à sortir des trucs homophobes, elle a dit je répondrai pas à cette question parce que c'est hors sujet. Et donc je suis revenue, j'ai dit mais comment ça c'est hors sujet ? Ça n'a aucun rapport avec la natalité. Un peu sous-entendu, je vous fais pas de dessin quoi. J'ai fait si. Non mais est-ce que ça pose pas le sujet, ces familles-là ne posent pas le sujet de la natalité. Donc en gros, elle était en train de nier complètement les PMA et même la question de l'adoption, qui est aussi une façon, parce que l'adoption, c'est aussi un moment des enfants qui vont être français, enfin je veux dire. Mais voilà, bref, donc c'était juste la colère de ce matin face à Ludovine de la Rochère, qui était bien atroce. Alors, oui, alors les gens sont... Alors par contre, on se respecte sur le chat, là. C'est la gauche qui a mis fin à la politique familiale. Alors il y a plein de choses à dire. Alors la gauche... Hollande a fait plein de trucs, ouais. La fin des allocations familiales universelles, catastrophe. Et deuxième chose, c'est le congé parental, où ils ont expliqué que pour plus d'égalité, ils allaient en fait empêcher les femmes d'avoir le congé pendant 3 ans. En fait, qu'il allait falloir partager avec les pères. Mais comme ils ont gardé le truc à 400 balles, et que que les salaires des pères sont beaucoup plus élevés que les salaires des mères, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Ça a juste fait une perte de droits, parce que les femmes, elles ont pris tout ce qu'elles pouvaient prendre, et les hommes, ils n'ont pas pris la part qui leur était, entre guillemets, réservée, puisque évidemment, qu'ils n'allaient pas prendre une part à 400 balles. Et donc, en fait, ça, c'était un scandale, parce qu'au nom de l'égalité, ils ont fait des économies sur les dos des familles, et ça a alimenté un discours qui disait, de toute fason, les pères, ils prendront jamais leur part, tant pis. Alors que moi, je suis convaincue que si vous donnez un congé paternité rémunéré à 100% plus long pour les pères, ils le prendront. En tout cas, l'immense majorité d'entre eux le prendront. Donc moi, j'ai pas de mal à dire que Hollande a fait du mal à politique. Après, il faut pas non plus que vous pensez, parce que je vois qu'il y en a qui disent, mis peur à la politique nataliste, les allocations familiales, elles existent toujours. Oui. C'est juste qu'elles sont pas assez élevées pour les classes populaires et pour les femmes. Mais en réalité... quand Hollande a supprimé l'universalité des allocations familiales, et il n'y a pas d'allocation familiale par exemple pour le premier enfant, nous on porte les allocations familiales pour le premier enfant, pour les familles qui en ont besoin, et on porte l'universalité par principe, mais en réalité c'était les familles les plus riches qui ont été touchées par la suppression de Hollande, et c'est pas pour ça qu'il y a moins d'enfants. Les gens ils ont pas d'enfants parce qu'on n'a pas confiance dans l'avenir, qu'il y a l'angoisse des désastres écologiques, le logement, qu'on sait que c'est difficile de trouver des crèches, que quand on n'a pas d'argent et qu'on galère déjà à boucler ses fins de mois, on se dit que peut-être que c'est pas une très bonne idée d'avoir un enfant, mais normalement, c'est plutôt
le manque de confiance dans l'avenir qui fait que les gens ont moins envie d'avoir des enfants. Et la question de l'égalité d'ailleurs, si vous regardez, tous les pays, de toute façon les questions de natalité, déjà faut arrêter de sauter comme si c'était absolument horrible qu'il y ait un problème de natalité, etc. Alors qu'en fait c'est juste aussi un signe de développement. France, et c'est juste qu'en fait il y a 50 ans les femmes avaient plus d'enfants que ce qu'elles voulaient. Donc c'est... Enfin je veux dire, c'est... Donc en fait tu souhaites pas non plus revenir à une société où les femmes ont plus d'enfants que ce qu'elles veulent. Par contre aujourd'hui il y a effectivement des femmes qui disent qu'elles aimeraient avoir plus d'enfants mais qu'elles se limitent, et pour des raisons économiques, des raisons d'inquiétude sur l'avenir, et des raisons aussi d'égalité. Et en fait, on constate que du coup, les pays qui résistent le mieux à la baisse de la natalité, c'est pas les pays qui font des grosses politiques natalistes, genre l'Italie, la Hongrie, genre on va donner des primes aux mères. Non, en Italie surtout pas. Non, et ça, c'est censé être les politiques natalistes. Hein. Donc c'est les politiques traditionnelles, c'est genre on donne de la thune aux mères comme si c'était le sujet. C'est en fait les politiques qui ont garanti, notamment par exemple, sur les congés, etc., des politiques d'égalité. C'est-à-dire qu'on dit, en fait, ça va moins reposer sur vous, les femmes, et ça va être plus partagé par la société parce qu'on crée les modes de garde, et au sein du couple parce que le père aussi va prendre sa part. Par exemple, les pays scandinaves où l'enfant il est gardé pendant 1 an par ses parents, mais pas pendant 1 an par sa mère en fait. Et donc du coup ça crée évidemment d'autres rapports sociaux dans le couple et d'autres rapports sociaux dans la vie professionnelle, etc. Et c'est dans ces pays-là où il y a le moins d'écart entre le désir d'enfant des femmes et le nombre d'enfants réalisés. Mais en fait, on crée des sociétés où les gens n'ont pas forcément envie de faire des enfants. Et surtout, si tu leur dis qu'il faut te préparer à les voir mourir sur le champ de bataille, c'est pas non plus quelque chose. Mais en fait, ils vont mourir à la guerre, la planète, on fait rien pour elle, les conditions de vie sont dégradées, on peut pas se loger. Enfin, pardon, mais c'est pas. Enfin, je veux dire, le désir d'enfant ne dépend pas seulement des femmes et des ventres des femmes, en fait. Exactement. Il dépend de ceux qui prennent des décisions sur les conditions de vie dans lesquelles nous serons. Donc, il y a quelqu'un qui dit un truc très juste. La vraie question à se poser, c'est est-ce que les femmes ont le nombre d'enfants qu'elles veulent ? C'est exactement ça. Et moi, je dis même pas les parents, je dis les femmes parce que ça reste quand même toujours beaucoup. Ça reste une affaire de femmes. Et donc se dire est-ce que les femmes ont le nombre d'enfants qu'elles veulent ? Donc là, des termes comme l'idéologie stérilisante, moi je dis non en fait. Ça n'existe pas. Alors ça, je sais pas. L'idéologie m'a dit. Oui, il y a une cause de mortalité infantile, en effet. Exactement. On régresse de ce point-là. Ça c'est pareil, c'est un signal catastrophique qui devrait faire. On parlait tout à l'heure de l'état de l'hôpital parce que c'est prouvé, hein, c'est aussi par un problème de prise en charge. Je rappelle que plus ça va, plus les maternités sont loin de chez vous, hein, donc on ferme les petites maternités, etc., etc. Donc ça veut dire que s'il y a une difficulté au moment de l'accouchement, forcément c'est compliqué. Il y a quelqu'un qui dit que je veux pas d'enfant. Ben oui, voilà. Et du coup, moi, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est rebondir sur ce que tu disais, Nadège, c'est-à-dire qu'effectivement, on est aussi dans une société qui ne donne pas envie à plein de gens d'avoir des enfants pour tout un tas de raisons qui sont liées aux politiques qui sont menées. C'est le manque d'espoir. Pendant longtemps, les gens étaient persuadés que leurs enfants allaient une vie meilleure que la leur. Ça, c'est fini. Il y a une croyance inverse aujourd'hui. La France de Macron. C'est exactement ça. Et puis, donc ça dit quelque chose. Moi, je dis pas que les gens doivent avoir plus d'enfants, mais il y a aussi un changement métaphysique. Voilà, dire que c'est pas forcément ton accomplissement d'avoir un enfant. Et moi, je trouve ça très bien aussi que tu puisses te dire, et notamment pour les femmes. Non, mais voilà, non, mais c'est ça, c'est la question du choix et de te dire. Et c'est aussi qu'une fois que, je suis désolée, mais quand t'es une femme et que tu peux aussi devenir une femme politique, aussi avoir une carrière, aussi écrire des livres, aussi faire plein de choses qui sont reconnues ou non d'ailleurs par la société, en fait, les destins sont beaucoup plus ouverts qu'au début du siècle, pardon. Donc du coup, c'est aussi normal de pouvoir se dire, en fait, dans une vie, on choisit les choses qu'on a envie de faire. Et les questions de natalité, elles sont toujours, au final, c'est toujours une pression sur les femmes. Donc c'est vraiment le sujet. Et un autre sujet que j'aimerais aborder, parce que les questions natalistes, elles sont souvent liées à la pression sur les femmes, et elles sont aussi liées à une angoisse de l'immigration, et ça je pense qu'il faut qu'on en parle aussi, parce que souvent les mêmes qui disent on a un problème de natalité en France, sont les mêmes qui ont un problème par exemple avec la prétendue fécondité débordante, les ventres des femmes africaines, les ventres des femmes africaines, etc. Et donc en fait on se rend compte qu'ils veulent une certaine natalité, et que ce qui leur angoisse, et notamment tous ceux qui sont angoissés par cette théorie du grand remplacement et tout, c'est de se dire putain, les femmes telles que je les veux, avec les bébés tels que je les veux, c'est-à-dire blancs, qui m'ont l'air d'être français de souche, avec toute leur truc complètement mythique qui n'existe pas, je veux ça, et j'ai très peur justement d'une société créolisée, mélangée, et où en fait la natalité elle peut être portée par justement des personnes qui sont issues d'un parcours migratoire ou dans une famille issue de l'immigration, etc. Donc d'abord il y a beaucoup de clichés là-dessus, parce que c'est pas en fait dans les chiffres c'est pas non plus il n'y a pas non plus une énorme surplus de natalité côté population immigrée, donc déjà il y a beaucoup de fantasmes là-dessus, mais il y a aussi beaucoup de préjugés sur l'idée que il faudrait que les enfants nés en France, ils aient quand même une certaine gueule et pas une autre, quoi. Et donc ça, faut quand même bien l'avoir en tête. Et juste la population en France, elle augmente.
En fait, on parle de la natalité, comme le dit Sarah, pour des raisons racistes. Parce que ce matin, il y avait la ministre de la Santé sur France Inter qui disait qu'en gros, en France, il y a 68,5 millions d'habitants. Moi, je me rappelle, quand j'étais à l'école primaire, en France, on disait qu'on était 62, quelque chose comme ça. Et donc, ça augmente. Mais ça augmente parce que le solde migratoire augmente. Et donc, en fait, ce genre de ministres, ils veulent que la population augmente, mais ils veulent pas qu'elle augmente grâce à l'immigration. Alors qu'en fait, il n'y a aucun problème à vivre dans une société avec des immigrés, une société créolisée. Nous, ça nous pose pas de soucis. Donc c'est effectivement juste une volonté, en gros, de se reproduire entre blancs. Et c'est pour ça que ce sujet est mis sur la table en permanence par l'extrême droite et par la droite extrême et en fait l'extrême centre maintenant. Enfin, oui, mais du coup Macron, parce que quand il dit voilà, il faut faire un réarmement, et lui derrière il nous parle d'envoyer les gamins à la guerre par ailleurs. Oui, d'ailleurs en plus, enfin je suis désolée, mais c'est d'ailleurs très grotesque même dans leur propagande, notamment sur les réseaux sociaux. En fait, on les voit mettre des images d'enfants blonds, comme si en France la majorité des gens étaient blonds. Bah non, en fait. Des petits enfants blonds, tout ça, et puis des familles à 3-4 enfants. En fait, en plus, très souvent, c'est la reprise d'imageries qui sont américaines. Donc en fait, ce sont des identitaires français, mais qui reprennent systématiquement... Ce sont des wasps sans savoir. Des trucs américains, donc voilà, ridicule. Donc, ce sont les Yankees, quoi. Bon, je regarde un peu les... Ouais, vas-y. Non, mais juste c'était pour dire, parce qu'on avait dit qu'on faisait un peu aussi une dernière séquence avant la pause où on répondait à vos questions, et je me demandais juste si vous aviez des... Parce que là, c'est cool, on parle de plein de sujets super sérieux, mais si vous aviez aussi des questions peut-être... Alors, il y avait des questions rigolotes. Il y avait plus légères. Votre plus gros fou rire en hémicycle. Vous voulez répondre à ces questions? Moi, je rigole jamais en hémicycle parce qu'ils votent que de la merde. Si, moi j'ai un fou rire, mais c'est dégueulasse. Alors, toi, est-ce que tu as déjà eu un fou rire en étant présidente? Non, j'ai pas eu... président de la séance. Non, ouais, mais... Tu veux pas en parler? Moi j'en ai un, il est pas dégueulasse, je peux le raconter. J'ai retenu un fou rire parce que... Il n'y avait pas Wauquiez qui avait fait un truc rigolo? Non, mais bon, après ça concerne le Rassemblement National, désolé, mais il y a eu un truc marrant. C'est qu'en fait, il y a une députée du Rassemblement National, qui est une députée assez cordiale, machin. En fait, j'ai vu tout d'un coup, elle a voulu prendre la parole, et ils se sont tous rués pour l'empêcher de prendre la parole. Et bon, ils n'ont pas réussi. Et moi, je comprenais pas, donc je faisais des signes pour qui parle, etc. Et en fait, j'ai compris. Et au moment où j'ai compris, eux me faisaient des signes, ils faisaient des trucs comme ça. Et en fait, je me suis retenue parce que je me suis dit, je vais pas rigoler d'un truc du RN quand même. Mais en vrai, c'était marrant pour elle, voilà. Ouais. Et sinon, en président, un jour, il y a Manon Meunier. Qui est la députée de la Haute-Vienne. Elle se prend un fou rire. Et ça commençait... à être contagieux. Moi je me suis bien retenue, mais en fait j'étais obligée de la laisser parler parce qu'en fait elle avait 2 minutes pour parler, et donc je me dis il vous reste 30 secondes madame. Et moi du coup c'était celui-là que je voulais raconter parce que moi j'étais juste à côté de Manon Meunier, et en fait mais je te raconte. Alors du coup c'était une séquence mythique parce que donc elle était au micro en train de parler, et en fait je sais plus, on avait un stress sur le vote. Je vois arriver un collègue que je ne nommerai pas, que je vois arriver en courant, donc je lui fais super, tu vas être là pour le scrutin. Et en fait il est passé devant Manon qui était au micro. C'est-à-dire qu'elle était littéralement au micro comme ça, et il lui est passé devant, elle a dû se pousser pour le laisser passer alors qu'elle était en train de parler au micro. Donc je pense qu'il était juste stressé par le vote, je sais pas, il devait être... Elle a pas vu qu'elle et du coup c'était hyper drôle. Alors, la séquence existe en vidéo, je l'ai revue, ça m'a encore fait rire. C'était ça le fou rire. Et alors ça a commencé là, et en plus ça on me voit à l'écran parce que je suis à côté, parce que du coup on me voit faire comme ça, je le regarde, je fais mais elle est en train de parler, et puis après il passe, et là du coup c'est mort de rire. Donc Manon, elle a tenu bon, franchement moi chapeau, parce que réussir à se pousser comme ça, faire ça. Et en fait juste après il y a un collègue socialiste qui s'est vautré dans les escaliers, et là elle a explosé, et c'était juste possible. Et du coup là c'était un fou rire. Il s'est pas fait mal. Non, il s'est pas fait mal, mais juste du coup c'était le truc de trop, elle avait tenu bon la première fois, la deuxième. Il y a le moment préféré, le pire moment du mandat, si vous êtes motivé. Le moment préféré? Ton moment préféré ou ton pire moment de ton mandat? Moment préféré, moi j'ai trouvé que faire tomber Barnier, c'était moi aussi. Et Bayrou, parce que Bayrou il s'est c'est kiffant, mais c'était pas un moment d'hémicycle, c'est-à-dire qu'on savait que le mec venait de se saboter lui-même, et il y avait presque une espèce de, je vais pas dire de classe parce qu'on parle quand même de Bayrou, mais quelque part le gars il a maîtrisé son destin, quoi. Et Barnier il est vraiment tombé, quoi. Et surtout en fait ce qui était jouissif, c'est que je suis navrée. En fait, bon, alors, de toute façon, si vous devez le voir quand vous êtes. Quand des insomnies sont sur des plateaux, mais il faut quand même mesurer à quel point il y a une espèce de mépris et d'arrogance à notre égard. Enfin, et donc,
d'une certaine manière. Michel Barnier, moi, après, c'est quelqu'un de très respectueux, voilà. Et, il n'a jamais été par exemple, dans des caricatures avec nous, contrairement à d'autres, très grossiers. Agressif, voilà. Mais n'empêche que c'est quand même un monsieur qui nous prend un peu de haut quand même. Et il est tombé de très haut. Et ça, puis t'as le sentiment de participer à un truc un petit peu... De la victoire politique. Un peu historique, quoi. Ça, tu montres, en fait, depuis le début, que Macron, il est assis sur rien et que là, il n'y a plus de majorité, au moins depuis la dernière élection législative et la dissolution. Et là, t'avais la démonstration de ça, quoi. Après, le pire moment, ça doit être le 49.3 sur la réforme de retraite. Ouais. Quand on est sorti, mais après en même temps ce moment-là on est sorti de l'Assemblée. Moi c'était un de mes plus beaux moments. C'était un moment extrêmement fort. C'était un moment de désespérance sur le plan parlementaire où on se dit vraiment, franchement parfois c'est vrai que ça nous arrive comme après des non le pire c'est l'immigration je pense. Loi asile et migration, ça c'était glauque. Ça c'était horrible. Non, moi tu vois parce qu'en plus on voit les conséquences là, on a des abus directs les OQTF qui sortent, tout à fait. Cette fusion entre les macronistes et le RN, enfin là on a senti que c'était aussi, il y a quand même eu comme ça des moments qui sont un peu des étapes dans l'évolution. Et c'est pour ça que quand le PS a pas censuré à plusieurs reprises le gouvernement Bayrou, qui est pour moi le gouvernement Bayrou-Retailleau, après avoir fait la pseudo-bataille, parce qu'en fait, moi je considère qu'on juge les gens sur leurs actes dans la continuité, et quand tu as été opposé à la loi asile immigration avec ce contenu, tu peux pas après relativiser la présence de Retailleau dans le gouvernement. Je suis d'accord avec toi. Donc, je pense que c'est quand même la loi asile immigration parce qu'on savait que ça allait être dégueulasse encore plus. Mais moi je l'ai vraiment vécu aussi comme un tournant. Enfin, moi je me souviens juste après le vote en fait, de me retrouver dans l'ascenseur et dans les couloirs avec des collègues genre macronistes, et de les regarder en fait, et autrement, mais il ou elle a voté quoi en fait. Comment ils se regardent dans la glace. C'est exactement ça, et de pas savoir, parce que je connaissais pas évidemment par cœur les votes de tout le monde, mais vraiment avec ce côté-là, en fait pour moi on n'était plus du même côté de l'humanité, quoi, vraiment. Je l'ai vraiment vécu comme un tournant ce moment-là. Donc il y avait ça, pire moment. Là il y a des gens qui posent des questions sur les médias, on en est déjà un peu... Est-ce qu'on est prêt? Il y en a quelqu'un qui se dit est-ce qu'on est prêt à prendre cher médiatiquement? Je pense que là on a atteint, je pense, tous les... Franchement c'est difficile. On a tout pété là. Là franchement vous avez vu quoi. L'attentat, même la justice dit qu'on a le droit de nous traiter de passionnément antisémites, donc voilà, je crois qu'on peut pas faire. T'as des gens qui meurent à l'autre bout de la planète dans un attentat horrible qui nous saisit tous d'horreur. On fait tous un tweet, on se fait insulter parce qu'on a fait un tweet et on est apparemment... Et en plus c'est limite de la faute de la France insoumise que des juifs ont été assassinés en Australie. Et tous ces gens en fait tous ces gens participent à la fabrication d'antisémitisme puisqu'ils assimilent n'importe quelle personne juive à la politique de Netanyahou. C'est pas ce qu'on fait nous, à chaque fois on dénonce. Et qu'ils assimilent la critique de la politique à Netanyahou. En tout cas, mais ça par exemple, des moments comme ça, on se dit que moi je me suis dit il y a des étapes qui sont franchies parce que quand il y avait ce genre d'événements qui se produisaient, je veux dire, après, on pouvait toujours se dire « Ah, les gens sont plus ou moins hypocrites, etc. » Mais il y avait quand même un truc que tout le monde avait le droit de dire. Qu'en fait, moi, même quelqu'un du... c'est horrible, mais même quelqu'un du RN, quand en fait, il s'arrête 2 minutes pour dire... pour rendre hommage à, je sais pas, ils le font pas d'ailleurs, les migrants morts, mais ils le font pas et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, il y a des moments où tu prends tout. Non, mais il y a des moments où tu prends tout type de personnes qui, quand il y a un drame qui se produit, quand il y a quelque chose d'horrible qui se produit et que les gens dénoncent, tu dis ok, même si tu penses que les gens sont hypocrites, voilà. Et là, en fait, quelque part, c'est comme si on avait commis un acte encore pire en disant que bien sûr que on est effrayé de ce qui s'est produit en Australie. Bien sûr qu'on est solidaire à la fois du peuple australien et de toute la communauté juive internationale du monde entier parce que chacun se sent visé par cet acte-là. Et en fait, comme si on n'avait plus le droit de dire un truc pareil et avec des assimilations. Là, je pense qu'on a atteint des niveaux... alors, c'était plus sur les réseaux sociaux, mais j'ai l'impression que même les médias... qu'il y a même eu des questions et tout ça. Mais le problème, c'est que il y a certaines personnalités politiques de la Macronie ou de la droite ou de l'extrême droite disent des choses et elles ne sont absolument pas contredites. Moi, il y a une fois où j'ai vu, et je crois que c'était Morandini ou un truc comme ça, c'est ça le pire, dire oui, non, mais ça n'a aucun rapport avec la France insoumise, ou non, ou peut-être c'est à vous. Je sais plus, quelqu'un avait dit quelque chose de cet ordre-là et la personne avait été recadrée. Et là, les journalistes le font plus, puis quelqu'un a parlé de l'audiovisuel public, je suis pas sûre qu'on ait besoin de revenir là-dessus, on avait déjà parlé la dernière fois et tout, mais une fois précédente, mais oui, il y a quand même un naufrage quoi. Est-ce qu'il y avait... Alors, c'est qui les députés qui font les réflexions les plus déplacées ?
Ça dépend du taux d'alcoolémie après 21 ans. Parce que on peut ouvrir le débat. une fois, moi, pour revenir sur mon plus grand fou rire, c'est quand un député qui s'appelait Vigier, qui était complètement alcoolisé, c'est attaqué à Boulou. Boulou, c'est un socialiste gentil. Ah non, c'était pas Vigier, C'était Turquois. Turquois, Qui d'habitude est sympa aussi, mais voilà, et il était, je sais pas, visiblement il aurait dû souffler dans un éthylotest. Et sans le vouloir, et il s'en est pris, donc les caméras étaient coupées, ils ont été séparés, il a essayé de frapper Antoine Léaumont, enfin voilà, il s'est passé plein de trucs comme ça. Mais il n'a pas eu de sanction. Ouais. Il n'a pas eu de sanction. Et on n'en a pas entendu parler dans les médias. Oui, évidemment. Imaginez si ça avait été un insoumis. Au bureau, c'est passé. Voilà, encore une fois, le 2 poids 2 mesures. Exactement. Voilà. Et mon meilleur moment, c'est parce que je dois y aller, je dois aller retourner en séance parce que je dois m'occuper du texte sur les JO. C'était la flottille. T'es-tu aussi ? C'était la flottille. Alors, la flottille, bah oui, mais ton mandat. Concernant le texte sur les JO, suivez donc Gabriel Catala, Jean-François Coulombe sur les réseaux sociaux et Elisa Martin. Jean-François Coulombe est député de là-bas, de la Savoie, donc c'est les chefs de file sur ce texte. Et je pense qu'il y aura aussi tous les collègues de la commission des lois qui sont mobilisés sur ce texte-là, beaucoup. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a demandé quel était notre groupe préféré à chacune. Gabriel, t'es parti ? Notre groupe préféré. C'est quoi ton groupe préféré ? Non, mais le groupe de quoi ? La France Insoumise. De quoi tu parles ? En fait, de musique. Elle part à côté. Ah, mon groupe de musique, j'ai trop de goût, donc j'en ai plein. Bon, j'en ai plein, mais moi ces dernières années, mais je c'est The préfère Weeknd. Daft Punk. Moi, ces dernières années, c'est The Weeknd. Voilà. Ah ouais. Je ne sais pas si j'ai un groupe préféré. Ouais, peut pas. Réflexion. Et sinon, je vais voir en février The Libertines. C'est un super cadeau de mon équipe parlementaire. Ah putain, trop sympa. Moi je suis allée voir Véronique Sanson. C'est Épée Horty, mais l'occasion de s'il vient, faire un quoi, s'il vient. Ouais. On n'est pas sûr qu'il On vienne. n'est pas sûr. Si. On sait pas quel sera son état de forme, mais voilà. Donc j'adore le Libertines. Il y a marqué Gabi musique. Gabi Musique. savoir ton. Alors la semaine dernière, je suis allée au concert de Together for Palestine. La classe. Où il y avait une magnifique chanson qui s'appelle Everything Matters de Pomme et Aurora, c'est super beau, je vous conseille de l'écouter. Et après il y avait plein de chansons en lien avec la Palestine, donc il y avait Palestine de Yann Tersen, parce qu'il était allé en Cisjordanie, il avait fait une musique, c'est une sorte de musique électro, c'est super beau. Et il y avait la semaine dernière en France en ce moment, vous avez le trio Joubran qui est là, qui est le plus grand groupe de musique palestinien, qui joue c'est un trio de frères qui jouent de l'instrument traditionnel. Donc j'ai eu la chance de les voir à l'Olympia la semaine dernière. Et là, ils sont encore en tournée en France si vous voulez les voir. Voilà. Et sinon, comme je le disais, vendredi soir, je suis allée seule parce que personne ne voulait venir avec moi. Voir Véronique Sanson. C'était super bien. Les gens, ils vont le prendre comme. Tu vas aller seule ? Véronique Sanson ? Ouais. Tu peux t'aimer ce canard là ? T'as pas essayé de m'inviter non plus. Voilà, c'est ça, nous on n'a pas été invités. Bah ouais, moi j'ai pas été invitée. En même temps, moi j'ai pas trop de vie le soir. Le dernier concert que j'ai été voir, c'était Guédré en concert. Alors, marrant, franchement, ça vaut le détour. Si elle passe par chez vous, je vous le dis. Et je vous recommande par rapport au débat qu'on avait au début de Twitch, sa fabuleuse chanson Faut-il séparer l'homme de l'artiste ? Enfin, je sais pas exactement si c'est ça le titre, mais cherchez. C'est très bien. Elle vaut le coup. Et nous, on a fait un concert ensemble quand on a été voir le concert de toutes. Ça s'appelait comme une voix pour toutes. Il y a plusieurs semaines, il y avait le concert de solidarité pour les contre violences faites aux femmes, quoi. Pareil, c'était. Il y avait Ebony, il y avait plein de gens. Il y avait Ebony, Lio. Non, il y avait un. Mais ne croyez pas qu'on fout rien, qu'on va tous les soirs à des concerts, parce que là, la plupart de notre vie, c'est quand même de rester tous les soirs jusqu'à minuit ici. Non, mais attends, mais moi le concert de Pete Doherty, c'est en février, genre j'ai planifié le truc loin. Et Clara Luciani aussi. Yael Braun-Pivet. Clara Luciani, j'ai acheté sa place, genre il y a 6 mois, quoi. Donc, mais ça se trouve, ça va tomber à l'eau, je sais même pas. Bon, il y a des personnes qui sont en train de débattre sur la GPA ensemble de façon, je sais pas à quel point c'est respectueux entre eux, en tout cas. En tout cas, on est contre la GPA à la France. Ils sont partis dans le débat, on n'a rien à voir, vidéo sur Olivier Marleix. Ah oui, investigation. On n'a aucune info à vous donner là-dessus. Non, en tout cas, c'est très triste. Pour le coup, c'est super triste. Pour le coup, c'est quelqu'un, c'est des rares moments où tout le monde, je pense que tout le monde s'est dit, oh putain. Ouais, pour le coup, c'était. Il avait été invité à des universités de France Insoumise pour débattre sur la souveraineté industrielle. Mais en fait, franchement, je pense que d'ailleurs, si beaucoup de gens se sont dit oh putain, c'est parce que je pense qu'il a incarné un peu un des derniers dont on peut se dire que tout le monde le respectait unanimement, quels que soient les désaccords d'idées. Ouais, c'est vrai que sympa. vu la parfois
soit la base c'est bas. Voilà, c'est ça. Puis on était d'accord avec lui sur plein de choses, sur les entreprises françaises qui doivent continuer à être détenues par l'État, quoi. Il avait une notion de l'État, Alstom, Airbus, enfin voilà, qu'il fallait un minimum respecter notre souveraineté. Il y a encore quelqu'un sur le congé de naissance. En fait, mon lobby congé de naissance. On ne sait pas pour le décret. Je vous dis le décret. En fait, moi, j'ai pas confiance. Le sujet, voilà, il faut pas avoir confiance. En fait, je sais pas si Gabriel, tu as des exemples. En fait, ça arrive, des lois qui sont promulguées et qui sont des lois qui sont votées et qui sont ensuite jamais promulguées par décret. En fait, donc c'est pas pour déprimer tout le monde, mais c'est juste pour dire que de toute façon, ce congé de naissance, il l'avait prévu pour juillet 2027 et là, c'est acté en janvier 2026 dans le texte. Mais du coup, ils vont avoir un sujet de, à un moment, quelle efficacité pour... moi, je pense qu'au moins, ça leur met la pression pour accélérer le travail du côté de la sécurité sociale, pour que les indemnités, elles soient disponibles le plus vite possible, quoi. Mais à mon avis, il faut vraiment mettre une grosse pression pour que les décrets, ils passent au plus vite. Et je suis sûre qu'ils vont commencer à dire, on n'est pas prêt, blablabla, fallait pas déposer cet amendement-là, alors qu'il était recevable. Et je peux vous dire la liste de tous les amendements irrecevables qu'on a eu. Donc là, il était recevable, ça veut dire que j'avais le droit de le déposer, et que s'il a été adopté, c'est à eux maintenant de le mettre en œuvre. Mais je suis désolée, j'aimerais pouvoir vous dire un décret ça se prend dans les 2 semaines, j'aimerais pouvoir vous dire que l'Assemblée a un mot sur les décrets, mais non, et ça on se heurte à aussi cette constitution et la répartition des rôles entre l'exécutif et le législatif qui nous déprime parfois en tant que parlementaires. En fait, il faut vous dire que déjà la moitié des lois ne s'appliquent pas, et surtout depuis récemment. On a plein d'exemples de principes qui sont écrits dans la loi qui ne s'appliquent jamais, mais la moitié des décrets pris en application des lois ne s'appliquent pas non plus. Là, si je dois vous donner un exemple qui touche beaucoup de monde, c'est la retraite des pompiers volontaires. Dans la loi sur la retraite à 64 ans, tous les décrets ont été publiés à vitesse grand V pour augmenter votre durée de cotisation, pour que ce soit vraiment 64 ans, etc. La Sécu se prépare, et il y avait 2 micro-mesures positives dans la loi, dans ce condensé d'horreur. C'était que les pompiers volontaires puissent cumuler des trimestres pour toute leur période de volontariat. Et ce décret n'est pas publié depuis quasiment 2 ans. Donc là, récemment, c'était ce qu'on appelle la Sainte-Barbe. C'est une journée très importante pour les pompiers, où ils rendent hommage aux pompiers qui sont morts au travail, etc. Et donc nous, on a rappelé, on a écrit plein de questions écrites, plein de courriers au gouvernement, ils avaient été interrogés plein de fois. Mais en fait, ce décret qui doit être publié n'est toujours pas publié. Et d'ailleurs, c'est vraiment affreux, parce que si vous allez sur le site de l'Assemblée nationale, en fait, pour chaque loi, vous pouvez regarder si tout est publié dans les décrets. Donc, quand vous allez sur la page de la retraite à 64 ans, il y a écrit 98% des décrets de cette loi sont publiés. Donc, il y a eu plus de 47 décrets différents pour les nouveaux trucs. Et les 2%, c'est un truc sur la pénibilité, micro, sur les carrières longues, et les pompiers. Et ça, c'est pas publié. Et donc, quand quelqu'un dit quand est-ce qu'ils se discutent, malheureusement, les décrets, ils se discutent pas. En fait, c'est vraiment la main du gouvernement, c'est le gouvernement qui décrète. Et d'ailleurs, c'est le gouvernement et c'est saisir le Conseil d'État pour dire que le décret n'a pas été publié. Donc ça, t'as raison, ça c'est une des pistes. Moi, je disais aux gens gueuler, écrivez sur les réseaux sociaux, etc. Mais il y a aussi la version, et ça, on pourra peut-être le faire nous en tant que groupe, saisir le Conseil d'État sur ce sujet-là, de ces décrets-là. Mais encore une fois, c'est très injuste parce que les décrets pour raboter les allocations familiales, là, ils n'ont pas dit la sécurité sociale n'est pas prête pour raboter les allocations familiales au printemps prochain. Là, elle est prête. Par contre, pour des indemnités pour un congé de naissance auquel ils réfléchissent depuis des années, elle est pas prête. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut leur changer leur priorité, quoi. Bon, nous, en fait, il faut souhaiter... bonne fête de fin d'année. Même si je trouve ça nul de dire ça, bonne fête, parce que souvent c'est pas la fête. Fin d'année. C'est pas la fête. Bonne fin d'année. Bonne fin d'année. Oui, bon congé au moins on pour les gens qui ont en tout cas, on souhaite. Pour ceux qui peuvent s'arrêter un peu, c'est toujours cool. Voilà. Et puis voir des gens qu'ils aiment éventuellement. C'est ce qu'on leur souhaite. Et puis moi, je fais un peu un gros au revoir, parce que je pense que c'est un peu mon dernier Twitch avant un petit moment, puisque je vais... prendre un congé maternité, même si ça n'existe pas. Un live de la maternité. Je ne vous ferai pas de Twitch en live de la maternité. Après, si dans mon congé mat, il y a des moments vraiment trop difficiles, peut-être je vous rejoindrai sur Twitch. Ouais, peut-être, je viendrai te parler. Ah oui, on pourrait faire... tu seras pas obligé d'être au bureau. Oui, à distance, ça va t'arriver à mon avis. Un petit coucou, voilà. Mais en tout cas, je pense que, pour l'instant, dites-vous que... Et donc, j'aurai une délégation de vote. Malheureusement, je n'ai que ça. Vous savez, il n'y a pas de congé maternité. Ouais, ça, c'est un vrai scandale aussi. Pour les députés, parce qu'évidemment, comme c'est un monde fait par les hommes pour les hommes, et que pendant très longtemps, les hommes n'ont pas du tout pris même de congé maternité et ne voyaient pas le sujet de s'arrêter quand ils avaient un enfant, puisqu'ils avaient, les femmes avaient qu'à se débrouiller, eh bien, il n'y a pas de congé maternité
majorité à l'Assemblée, c'est-à-dire qu'on a un suppléant, moi j'ai un suppléant, mais qui peut me servir que si je deviens ministre, ce qui est super, ou que si je meurs, ce qui est moins super, c'est des cas un peu extrêmes. Mais par exemple, quand vous savez que pendant 4 mois, vous n'allez pas pouvoir... Si tu meurs, c'est pas le suppléant. Bah, c'est pendant un moment, si. Et puis, si tu deviens maire aussi. Mais si tu deviens maire au sens où si tu remplaces ton mandat de député par un mandat de maire. Voilà. Mais par contre, si tu deviens maman et que tu as juste besoin de plusieurs mois où ce serait bien de pouvoir être remplacée parce que tu n'as pas envie de choisir entre... respecter le mandat de tes électeurs et accueillir ton enfant en fait, et bien ton patriarcat, un patriarcat, j'adore. C'est patriarcat, un problème. Un problème, oui, c'est exactement ça, voilà. Ouais, il y a pas de congé. Alors après, je vais pas me plaindre, en fait, je veux pas que vous croyiez que je vais me retrouver à la rue sans en fait, je continue à avoir mon indemnité, mais c'est juste que pour les électeurs et les électrices, c'est-à-dire que vous envoyez le message aux électeurs et aux électrices que quand ils élisent une femme qui est susceptible d'avoir un enfant, en fait, pendant plusieurs mois, elle va pas pouvoir être remplacée. Alors, j'ai des collègues, mes collègues notamment, vont pouvoir prendre ma délégation de vote, c'est-à-dire que pour certains votes, pour les scrutins publics en hémicycle, eh bien mais il faut, ça suppose que des collègues soient présents, donc s'y collent. Donc vous imaginez que du coup, on peut aussi se retrouver avec pas assez de monde pour prendre des délégations de vote. Tu pourras avoir que pour les votes solennels, parce que pour c'est que pour les votes, les scrutins publics et les votes solennels. Publics seulement si tu as un arrêt. Oui, si j'ai un arrêt, mais là, en gros, ce qui va se passer, c'est que moi, du coup, je vais encore être regardée bizarrement par la sage-femme qui va faire, mais qu'est-ce que vous me demandez là ? Parce que, en fait, c'est pas un congé maternité, il va falloir dire que je suis arrêtée, que je suis dans l'incapacité de siéger, comme si c'était juste que c'est des maladies, en fait. Et dans l'incapacité de siéger, ça ne m'autorise pas du tout à être remplacée, c'est-à-dire que tous mes travaux à l'Assemblée, notamment en commission, moi, il y a beaucoup de choses qui se font en commission, les auditions, parfois ceux qui me suivent, vous voyez, il y a des vidéos de mes interventions en commission, j'aimerais bien que sur les sujets de culture que je suis, peut-être mon suppléant qui est notamment est issu du monde de la culture, comédien, doubleur, etc., il ferait des super interventions à ma place, mais en fait, il n'a pas le droit d'intervenir à ma place. Ouais. Et il n'a pas le droit de travailler, de déposer des textes à ma place, etc. Donc c'est... Mathilde Ligné avait fait une proposition de loi dans ce sens-là. Voilà, notre collègue Mathilde Ligné, qui est actuellement en congé maternité, on va se relayer parce qu'elle va revenir au moment où moi je partirai au mois de janvier. Et elle avait déposé une proposition... C'est le relais des institutionnels. Le relais des insoumis. Donc vous voyez, en tout cas, la France Insoumise, on participe à la natalité. Non, mais vous savez, c'est juste ça, les groupes jeunes. On est juste un groupe avec des femmes jeunes qui peuvent... Et des hommes aussi, on a pas mal de on a pas mal de jeunes parents dans notre groupe, de parents de jeunes enfants. Toi aussi, t'as des jeunes enfants. Et voilà, ce qui aussi pose des questions sur le rythme de l'Assemblée nationale, les séances matin, midi, soir, jusqu'à minuit, et le week-end, ce que ça implique quand, en fait... Vous êtes quelqu'un de normal avec une vie à côté. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'avoir des enfants pour avoir une vie à côté. Mais voilà. En tout cas, tu as des félicitations dans le chat. Bon, voilà, c'est sympa. Bon, et bien, merci de nous suivre. Voilà. Et d'où est-ce qu'on tient cette énergie ? Moi, j'avais cette question. Il y a eu la question qui était sortie. Voilà. Bon, on va la certitude d'être à la bonne place. C'est ça. Du bon côté de la barricade. Exactement, du bon côté de la barrade et avec vous tous derrière. Merci d'avoir suivi, d'avoir posé plein de questions. Ouais, et puis on va retrouver. Ciao. À bientôt. On se retrouve. Regardez dans les yeux, regardez vos questions sur l'écran. Désolée. Ciao.